Je vais appeler sur scène maintenant déjà notre dernier intervenant, Nicolas Faux, CFO de chez Seina, qui va nous parler de l'impact stratégique du DAF chez Seina. Bonjour à tous, donc merci aussi pour l'invitation. Donc je m'appelle Nicolas Faux, je suis directeur financier chez Seina. Je vais vous parler de l'impact stratégique, mais j'aurais aussi pu rajouter technologique du DAF chez Seina. Mais avant de commencer à parler digital, j'aimerais commencer à vous partager un bout de papier. Alors, je vais y arriver. Donc ça, c'est en gros l'agrément d'assurance, j'en parlais tout à l'heure, qu'on a obtenu. Donc c'est le document qui officialise que Seina peut opérer en tant que porteur de risque. Donc vous l'avez compris, hein, Seina, c'est une société d'assurance. Et du coup, ce document, pour l'avoir, il a fallu remplir un paquet de bouts de papier. C'est un process qui a duré à peu près 1 an. Et du coup, en décembre 2019, Seina est devenu le dernier assureur à obtenir une licence de portage de risque depuis 1983. Et à ce moment-là, on va dire que commercialement, on était prêt, parce que du coup, pour pouvoir se lancer en tant qu'assureur, il faut évidemment justifier auprès du régulateur que le lendemain de son obtention, on est prêt à y aller. Donc commercialement, ça allait. On avait nos produits d'assurance, on avait noué nos partenariats pour pouvoir les distribuer. Par contre, d'un point de vue technologique, on parlait tout à l'heure de la feuille blanche, vraiment, nous, on partait de zéro et on partait vraiment de cette feuille blanche. Et je dois dire, enfin, perso, j'étais CFO avant chez Direct Assurance, donc une plus grosse compagnie, et avec des process qui tournent, et se retrouver dans cette situation, surtout quand on est plutôt issu des grands groupes, c'est quelque chose d'assez anxiogène. Donc voilà, mais bon, après je me suis rapidement dit, et on s'est rapidement collectivement dit que c'était une opportunité aussi exceptionnelle, parce que dans le secteur de l'assurance, et j'imagine aussi que c'est la même chose dans d'autres industries, il y a un legacy technologique qui est juste énorme et qui aujourd'hui peut même être un frein à la croissance de certaines sociétés. Donc finalement, partir d'une feuille blanche, c'était quelque chose d'assez cool. Donc Seina, je vais vous présenter, avant de parler de la technologie Seina et ensuite du rôle, je voulais faire une petite présentation. Donc on est un acteur B2B sur un segment enterprise dans le secteur de l'assurance. Donc autant vous dire qu'on n'est pas un acteur mainstream connu du grand public. Et du coup, ce qu'on fait, donc vous l'avez compris, on est un assureur, mais depuis 2021, on est également une plateforme technologique. C'est-à-dire qu'à nos clients, des distributeurs, des courtiers, on propose à la fois un produit d'assurance, mais également toute l'infrastructure technologique pour pouvoir opérer l'assurance. Donc la distribution, la gestion des contrats, la gestion des sinistres et même la compliance. Et donc là, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de la plateforme Seina, évidemment, mais juste une partie qu'on appelle la Core Insurance Platform, et du coup, qui est le système opératoire qu'on utilise chez Seina. Donc c'est une technologie qui aujourd'hui n'est pas productisée dans le sens... Enfin, elle est productisée plutôt, mais on ne la vend pas en externe. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise chez nous en interne, et peut-être qu'un jour, on la vendra à des assureurs, mais en tout cas, chez Seina, on n'en est pas encore là. Donc en 4 ans, on a réalisé pas mal de choses au niveau de notre Core Insurance Platform. Et la première chose qu'il fallait faire, c'est pouvoir échanger des données avec nos partenaires, donc les courtiers, les distributeurs. Donc on a créé un modèle interopérable. Au départ, on avait créé une API et on s'est dit trop cool, on va pouvoir se brancher avec tout le monde, on aura des données homogènes, ça va être génial. La réalité dans le secteur de l'assurance, c'est que tout le monde, malheureusement, ne sait pas consommer l'API. Donc voilà, donc il a fallu qu'on s'adapte. On a créé un truc qu'on a appelé l'API as a service, qui permet en fait de transformer n'importe quel modèle de données externe en un modèle de données unique. Et du coup, on arrive quand même à avoir pour n'importe quel programme d'assurance, n'importe quel mode de distribution, une base de données avec des données qui sont complètement homogènes. Donc ça, on va dire que c'était un peu le prérequis au niveau finance, c'est déjà avoir des données homogènes. Ça, c'est aussi un deuxième prérequis. On a beaucoup travaillé sur la vérification de la qualité de nos données.
En gros, chez Sénat, on opère plus de 80 programmes d'assurance. Donc autant vous dire que c'est des choses, si on n'a pas une technologie derrière pour les suivre, ça peut être compliqué si on gère ça manuellement. C'est aussi pour ça qu'on a fait ce choix-là d'investir très rapidement dans la technologie. Et du coup, on a mis en place un certain nombre de contrôles qui sont automatisés, qui permettent de vérifier pas mal de choses autour des assertions qu'on connaît tous, qui sont l'exactitude, la réalité, l'exhaustivité. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Par exemple, sur les tarifs qui sont appliqués aux clients, on vérifie que ça correspond bien aux grilles tarifaires qu'on avait prévues initialement. Ou quand on indemnise un sinistre, c'est vrai que ça paraît bête, mais on s'assure qu'il y a bien un contrat derrière et qu'on n'est pas en train d'indemniser en gros une personne qui nous a appelé random comme ça. Donc voilà, il y a tout un tas de contrôles qui ont été mis en place dans cette plateforme, et avec ces deux prérequis donc, qui sont l'homogénéité et la qualité des données, on a pu construire une couche de reporting. Donc c'est vrai, je ne me suis pas trop attardé là-dessus, mais chez Sénat, on a été obligé quelque part de tout faire in-house. On n'a pas trouvé de solution technologique qui correspondait à notre besoin, parce que le business model assurance, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Et du coup, on a tout construit nous-mêmes. Et aujourd'hui, grâce à ces données homogènes, on a mis une couche de BI qui nous permet d'avoir vraiment tous nos suivis de performance commerciale, de rentabilité des programmes d'assurance qu'on a lancés, et même de 80% de notre PNL et 80% de notre comptabilité qui sont complètement automatisés dans la plateforme. Cette plateforme, on en parlait tout à l'heure, elle est également ouverte. C'est-à-dire que voilà, il y a les internes qui peuvent y accéder, et on a créé évidemment pour un même KPI différentes visions. Ça, je pense qu'on est tous confrontés à ça en tant que CFO. C'est que la vision financière diffère souvent de la vision commerciale ou de la vision opérationnelle, parce qu'on applique des principes de cut-off, des conditions contractuelles spécifiques, etc. Et du coup, on a vraiment essayé de construire le framework pour piloter la boîte dans notre technologie, et tout le monde est responsabilisé autour des KPI. Un avantage que ça a eu, c'est que aujourd'hui, avant qu'on mette en place cette technologie, on faisait des analyses de chiffres et on demandait aux différentes équipes des informations pour comprendre les variations, pour essayer de creuser. Et aujourd'hui, grâce à ce framework qui a été construit, l'information remonte beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, notre plateforme, la partie Core Insurance, c'est une plateforme qui est accessible à tous. Évidemment en interne, mais également à nos partenaires externes, à nos clients, les distributeurs, les courtiers, à d'autres assureurs. Derrière, il y a une chaîne de valeur qui est un peu compliquée en assurance, il y a des réassureurs. Mais en tout cas, notre plateforme, elle est vraiment self-service. On a vraiment joué la carte de la transparence absolue. Ça peut paraître anodin de partager des informations avec des partenaires, mais ce n'est pas encore la réalité dans notre industrie, et on a vraiment voulu prendre ce parti chez Sénat. Alors, le dernier module qu'on a développé en date, et celui-là, je veux dire qu'il est quand même assez pratique, et j'ai vu des réelles évolutions, c'est notre module business plan. Donc le module business plan, concrètement, c'est quoi? C'est un système qui permet de projeter en continu différents indicateurs qu'on a paramétrés, à la fois à partir des données historiques, si dans le modèle on considère qu'il y a des données historiques à intégrer, et de certaines hypothèses. Et au-dessus de ça, on a rajouté des alertes automatiques à partir d'une mécanique de seuil. Donc, je vous laisse imaginer que pour avoir ces alertes, du coup, il faut définir quel seuil pour quel KPI on doit être alerté, à partir de quel moment, en termes de sous-performance ou de sur-performance, on doit être alerté. Et du coup, ça nous a obligés à investir énormément de temps au départ pour se dire comment on va calibrer le seuil, dans quel scénario on pourrait arriver, qu'est-ce que je ferais dans ce scénario-là. Mais au final, aujourd'hui, on a gagné un temps considérable dans notre exécution, et on a vraiment accéléré la prise de décision grâce à ce système d'alerte et de seuil. Je vais vous donner des exemples un peu concrets, parce que c'est vrai que sur ce sujet-là, j'ai vu des sourcils qui se sont froncés, et du coup, je vais essayer de vous donner un peu plus de contexte. Par exemple, nous, quand on lance des programmes d'assurance, un enjeu majeur, c'est la rentabilité des programmes. Enfin, pour n'importe quel
produit d'ailleurs, mais en finance, enfin en assurance, si vous voulez, généralement quand on lance un produit, on sait le tarif, le prix qu'on va faire payer à un client. Par contre, on n'est jamais sûr du montant des sinistres qu'on va devoir payer. Donc, il y a une grosse incertitude. Il y a beaucoup de volatilité à ce niveau-là. Donc, le suivi de la rentabilité, pour nous, c'était un enjeu clé. Et du coup, maintenant, on a fixé une règle dans notre plateforme qui dit que si un portefeuille dépasse le niveau de rentabilité qu'on avait attendu au-delà de 10%, on a une alerte. Au-delà de 10% sur un mois et au-delà de 5% sur 2 mois, on a une alerte. Et du coup, ça nous permet d'être beaucoup plus confortable pour aller analyser les choses. On arrive aussi à les prioriser en fonction du volume de chiffre d'affaires. Et du coup, on est beaucoup plus réactif dans notre manière de prioriser les choses à analyser. Un deuxième exemple, chez Sénat, on avait également, donc on est aussi une start-up, je ne l'ai pas précisé, mais enfin, 6 décembre 2019, boîte en hyper-croissance. On avait du mal à savoir quand on avait besoin de recruter des personnes supplémentaires au niveau de nos équipes sales. Et du coup, généralement, on tardait, on était en sous-capacité. Du coup, il y a un indicateur qu'on suit chez Sénat qui est le nombre de deals en cours sur le nombre de sales. Et maintenant, on a mis une alerte sur ce KPI. Et en gros, si on dépasse un certain niveau de ce ratio sur une période donnée, du coup, il y a une alerte. Après, ça ne veut pas dire forcément qu'on va aller recruter des personnes, mais au moins, ça nous donne l'opportunité d'y penser, d'aller chercher le truc. Et en gros, ça a permis de sanétiser des gut feels qu'on avait, des sentiments qu'on avait dans l'organisation grâce à la data et grâce à ce nouveau module business plan. Évidemment, je vous l'ai fait courte et honnêtement, dans notre plateforme, tout n'est pas encore parfait. Il y a beaucoup d'itérations, on n'y est pas encore... on n'y est pas encore à 100%. On a productisé une partie, donc c'est-à-dire qu'on a développé une technologie vraiment dure. Mais on a encore pas mal de choses qui tournent grâce à des programmes. Donc, on parlait de nouvelles compétences dans les équipes finance. Et c'est vrai que nous, on a recruté des data analysts pour coder sur Python, pour faire des choses et pouvoir restituer les données dont on avait besoin. En tout cas, cette technologie, et c'est là où je voulais en venir, elle a complètement changé ma façon de travailler en 2 ans. Et même par rapport à mon job de CFO chez Direct Assurance avant, puisqu'en fait, on est passé d'un monde où on était à peu près à 50-60% dans la production des reporting à peu près 20%. Et ce 20%, il est même un peu haut pour être honnête, mais il y a toujours des petites choses manuelles à gauche, à droite ou des ajustements nécessaires. Donc un vrai changement de paradigme. Et dans les reporting, j'inclus reporting mensuel, reporting trimestriel et sur tous les niveaux, donc commercial, rentabilité, P&L et comptabilité. Et du coup, finalement, l'implication de la technologie, finalement, c'est qu'aujourd'hui, en tant que CFO, et même plus largement en tant que fonction finance, on a beaucoup plus de temps. Et en fait, ce temps, on le dédie à autre chose. Donc, là, j'en ai beaucoup parlé, donc vous imaginez bien qu'on dédie une grosse partie de notre temps aujourd'hui à la technologie, puisque du coup, c'est pas forcément qu'un coup de setup de mettre en place tout ça. Derrière, il y a évidemment du suivi, de l'animation opérationnelle autour des indicateurs, de la revue d'hypothèses. Et bon, c'est quelque chose qu'il faut travailler en continu avec des nouvelles compétences beaucoup plus technologiques. Et le deuxième aspect, c'est vrai que le rôle du DAF, et ça je l'ai vu chez Sénat, est encore plus stratégique qu'avant. Je pense que le DAF a toujours eu un rôle stratégique, notamment dans tout ce qui est coordination, de l'animation des plans stratégiques, des budgets, d'un point de vue qualitatif et ensuite d'un point de vue quantitatif quand il s'agit de faire des BP. Mais là, je trouve qu'on a passé une step. On a vraiment passé une step dans le sens où on est beaucoup plus dans la stratégie opérationnelle de chaque métier. Et finalement, pour pouvoir vraiment accompagner une direction à simuler des stratégies avec des datas pour savoir où ils vont, avec le système de seuil dont je parlais tout à l'heure, ça nécessite d'avoir une extrême bonne connaissance de tous les processus et de tous les enjeux de chaque métier. Et en fait, ça, ce que ça nous apporte finalement, c'est une transversalité. Une transversalité qu'on avait déjà, mais aujourd'hui qu'on a encore plus. Et ça peut nous amener à travailler sur des projets beaucoup plus transverses. Et du coup, ces projets peuvent être portés par la fonction finance.
plus concrètement, chez Sénat, en 2022, on a lancé notre premier mass market en santé et prévoyance. Et du coup, c'est un projet qui a été porté par la fonction finance. Donc derrière le lancement d'une nouvelle verticale, finalement, il y a des sujets études de marché, il y a des sujets go-to-market, il y a des sujets organisationnels qui historiquement peuvent être portés par les fonctions sales, par les fonctions HR. Mais non, ce projet a été vraiment porté par la finance. Donc voilà, des enjeux beaucoup plus stratégiques et beaucoup plus transversaux grâce aujourd'hui à la technologie. Donc je vois que le temps est écoulé, j'avais fini, donc ça tombe bien et je vous remercie pour votre attention.